Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Nous sommes donc ensemble durant 45 minutes et je suis Géraldine Anspérin et c'est moi qui vais animer donc cet atelier consacré à l'eau. Comme vous le savez, il faut la protéger et sans protéger, on en a besoin, on la partage. Je veux bien évidemment parler de l'eau, cette ressource qui est vitale, mais qui n'est pas infinie, comme vous le savez. Pour répondre aux nombreux défis de l'eau, sobriété des usages, également qualité, disponibilité de la ressource, il y a un an, le gouvernement a lancé le plan eau. Depuis, 53 mesures ont été engagées et la Banque des territoires joue un rôle crucial et essentiel dans ce dispositif. Elle compte mobiliser 4 milliards d'euros de prêts d'ici 2028 pour financer les projets des collectivités locales dans le domaine de l'eau. Alors, on va voir justement ces projets qui ont été financés ou qui vont être financés par la Banque des territoires, leurs résultats et les prochaines étapes. Et pour cela, je suis accompagnée d'abord de Solène Le Fur. Bonjour Solène. Bonjour Géraldine et bonjour à tous. Bonjour, vous êtes donc directrice du programme Eau de la Banque des territoires. À vos côtés, Hervé Paul. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Vous êtes le maire de Saint-Martin-du-Var, vice-président de la métropole Nice, Côte d'Azur, en charge de l'eau, l'assainissement et l'énergie. J'ai bien présenté, ça va? Exactement. Et puis, à mes côtés, à ma droite, donc Hervé Paul, Joseph Boivant, président du syndicat Eau Pays de Fougères, également président du syndicat production d'eau Pays de Fougères et syndicat mixte de gestion de l'eau des départements Ille-et-Vilaine. Bonjour Joseph. Bonjour. Pour savoir, et on va entrer dans le vif du sujet sur l'eau, je précise qu'un temps d'échange aura lieu avec mes intervenants. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et ils se feront un plaisir d'y répondre tout à l'heure. On vous passera le micro. On commence tout de suite avec vous, Solène, avec le programme Eau. Donc, la Banque des territoires accompagne les collectivités territoriales dans la préservation de la ressource en eau et sa gestion pour assurer les services publics essentiels d'eau potable et d'assainissement. Ce programme a été lancé en 2023, mais de quoi s'agit-il exactement ? Merci Géraldine pour ces propos introductifs et je vais simplement me permettre de compléter un petit peu le panorama des enjeux parce que vous avez donc bien précisé que les services d'eau aujourd'hui étaient confrontés à des enjeux tant quantitatifs que qualitatifs. Et ils sont aussi confrontés au changement climatique qui impacte ces enjeux quantitatifs et qui accentue ces enjeux quantitatifs et qualitatifs, mais ils sont aussi soumis à plus de vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Et par ailleurs, ils ont des enjeux aussi de contribuer à l'atténuation du changement climatique avec beaucoup d'enjeux, notamment autour de l'optimisation énergétique des infrastructures notamment. Alors, la Banque des territoires, elle intervient depuis de nombreuses années sur l'eau. Donc, le programme Eau n'est pas le point de départ de l'implication de la Banque des territoires en appui des collectivités sur le sujet de l'eau. Disons que le programme Eau, il est là pour marquer en fait l'extension des moyens de la Banque des territoires pour mettre un petit coup de boost encore plus face à la diversité de ces enjeux et aussi au mur d'investissement auxquels sont confrontées les collectivités en charge. Alors, dans un premier temps, le programme il va surtout viser à accompagner les directions régionales de la Banque des territoires qui sont en relation directe avec les porteurs de projets pour les outiller et leur apporter la connaissance nécessaire pour la bonne appréhension des enjeux de leurs interlocuteurs. Et puis, ce programme aussi, il vise à porter le continuum d'offres porté par la Banque des territoires et qui s'affiche ici à l'écran et qui va de l'appui à la structuration et à la planification des projets sur les territoires avec une offre en ingénierie, au financement évidemment des projets sur les territoires, et que ce soit des projets liés au petit cycle ou au grand cycle de l'eau, avec une offre de prêt qui est l'Aqua-Prêt et qui a l'intérêt et la particularité d'apporter du financement sur des investissements de long terme. Donc en fait, c'est un moyen de financer des projets et de coller à la durée d'amortissement technique des projets sur l'eau.
Il y a aussi un volet investissement. La Banque des territoires peut venir appuyer un certain nombre de sociétés privées qui agissent en appui des collectivités sur le petit cycle de l'eau. Et on est aussi capable d'investir dans des sociétés d'économie mixte qui interviennent sur ce secteur-là. Et en complémentarité de ces offres de financement, la Banque des territoires apporte aussi un nombre de services data auprès des collectivités. Donc là, on est en plein développement d'un outil numérique qui va donner à voir aux collectivités l'état tant qualitatif que quantitatif de la ressource, qui est un point essentiel et qui va de plus en plus devenir, et on l'espère, une donnée d'entrée au développement des territoires. Et j'aimerais aussi vous parler d'un dispositif qui est porté par un collectif d'acteurs dont fait partie la Banque des territoires et qui s'affiche là en bas de l'écran, qui s'appelle Aquagir. Et donc, autour de la Banque des territoires, on retrouve d'autres acteurs de l'eau, l'Association des élus de bassin, le Cercle français de l'eau, les pôles de compétitivité sur l'eau, l'Union des industriels et des entreprises de l'eau, également le BRGM, qui porte un dispositif dit Aquagir, qui s'incarne à travers un site internet dans lequel en fait, les collectivités vont pouvoir retrouver beaucoup d'informations sur le sujet de l'eau, quel que soit le stade de maturité de leur projet. Et ce qui est intéressant, c'est que dès aujourd'hui, vous pourrez retrouver beaucoup de retours d'expérience, une place de marché, de solutions tant publiques que privées qui peuvent être aidantes pour la mise en œuvre de vos actions, et également un moteur de recherche des financements disponibles sur vos territoires. Donc, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a un espace de démonstration en ce moment même et tout au long de la journée, donc vous pourrez aller en savoir plus à ce sujet. Voilà, donc ce que je voulais vous partager sur le programme eau et l'offre de la Banque des territoires. Une offre donc très complète. Merci Solène pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement ou un chiffre qui illustre l'accompagnement de la Banque des territoires sur les territoires à propos bien évidemment de l'eau, puisqu'on est réunis pour cet atelier sur l'eau? Oui, alors je vais laisser l'honneur à Hervé Paul et à Joseph Voavant de présenter des exemples accompagnés par la Banque des territoires. Mais en termes de chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, la Banque des territoires a pu accompagner à travers ses directions régionales plus de 266 projets sur l'eau, avec un montant en prêt de 1,3 milliard. Donc, avec une forte progression par rapport aux années passées et certainement liée au contexte à la fois des sécheresses, du plan eau et aussi certainement un petit peu lié aussi au taux attractif porté par la Banque des territoires pour son aquaprêt. Alors, parmi les projets, figure Aliotis, dont on va parler dans quelques instants avec vous, Hervé Paul. C'est un projet colossal de reconstruction d'une station d'épuration à Nice. Il s'agit même d'un des plus gros projets en France actuellement pour l'eau. Avant donc de parler de ce projet, j'aimerais, Hervé Paul, que vous contextualisiez un petit peu le territoire de Nice. Nice, en quelques mots, c'est 51 communes, 590 000 habitants. C'est un territoire très diversifié avec à la fois des montagnes, des stations balnéaires, de la ville. Quels sont les principaux enjeux sur l'eau que vous avez rencontrés et parlez-nous de ce territoire. Oui, bonjour à tous. Oui, le territoire de la métropole de Nice-Côte d'Azur, quand on parle de Nice, on voit toujours la promenade des Anglais. Évidemment, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc tout le monde connaît la promenade des Anglais. On a du mal à imaginer que le territoire de la métropole va jusqu'au sommet du Mercantour. Et donc, la métropole, en fait, en gestion, la responsabilité de l'eau et de l'assainissement, sur un territoire très contrasté, puisque une bande littorale très dense, mais aussi un moyen pays et surtout une zone de montagne avec des hameaux très disséminés et souvent quelques habitants seulement. Donc le principe du projet d'Aliotis 2, c'est de reconstruire in situ une station d'épuration dont les premiers travaux ont été réalisés dans les années 80, qui aujourd'hui remplit parfaitement son office, mais qui a des équipements déjà qui datent de la conception de l'époque, et puis aussi qui montrent des traces quand même d'un début de vieillissement. Et donc, vu la durée qu'il faut entre le moment de la prise de décision et le côté opérationnel des travaux, il a fallu que nous anticipions, et c'est ce que nous avons choisi de faire. Nous avons choisi aussi de profiter de cette reconstruction pour effacer une station d'épuration. Vous voyez sur la carte,
Aujourd'hui, toute la partie en vert est traitée par Aliotis et la partie en bleu foncé est traitée par une autre station qui est située à Saint-Laurent-du-Var, qui va donc être effacée et on va transférer tous les effluents de la rive droite du Var vers cette station d'Aliotis. Voilà. Donc demain, elle va traiter à peu près 80% du volume des effluents de la métropole de Nice, avec 3 objectifs majeurs en termes d'ambition. D'abord, un objectif environnemental. L'idée, c'est évidemment de traiter encore mieux les effluents pour protéger le milieu marin et garantir, peut-être qu'on peut passer la qualité de l'eau. De la qualité des eaux de baignade. Hein. On a le pavillon bleu sur la promenade des Anglais, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est sur la qualité du traitement. Donc, traiter davantage d'effluents, mieux traiter, encore des performances plus accrues. Deuxième objectif, c'est le bilan énergétique. Aujourd'hui, les stations qui ont été construites à l'époque, c'est des usines, des équipements industriels qui sont très énergivores. Alors, on a pu investir déjà pour essayer de diminuer les consommations, mais aujourd'hui, on a une consommation nette qui est quand même très importante. L'idée, c'est d'avoir une station qui soit plus simplement consommatrice d'énergie, mais qui soit une source au centre de l'écosystème métropolitain pour produire de l'énergie. Et la future station Aliotis 2 produira 4 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme aujourd'hui. Donc, largement positif, pas simplement un bilan neutre, 4 fois plus d'énergie. Comment on y arrive? On y arrive par la méthanisation de la totalité des boues d'épuration, avec donc la production de biogaz, de biométhane, qui va être réinjecté directement sur le réseau qui est à côté, avec la mise en place de récupération de chaleur, de pompes à chaleur, l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments administratifs qui fait que les bâtiments administratifs seront autonomes en consommation d'énergie. Et puis surtout, avec les eaux usées traitées qui, avant d'être rejetées à la mer par l'émissaire, vont servir à alimenter un réseau d'eau tempérée qui va permettre à l'aéroport de Nice et à tout le quartier en développement d'affaires autour de l'aéroport, donc le quartier Grand Arenas, de bénéficier des calories et des frigories de cette eau avant de le rejeter en mer. Dernier point, les boues, une fois qu'elles sont digérées, elles vont être séchées, puis éliminées définitivement dans l'unité de valorisation énergétique que la métropole a lancée, dont le chantier est en train de se terminer, pour faire de la co-incinération avec les boues d'épuration. Donc la totalité des boues de la station seront traitées sur le site de l'unité de valorisation énergétique pour permettre d'alimenter un réseau de chaleur qui, lui, va être étendu et un réseau aussi de vapeur pour les besoins du centre universitaire hospitalier. Donc tout ce bilan permet d'avoir 4 fois plus d'énergie qu'elle en consomme. Dans un contexte très particulier, puisque vous voyez le site d'Aliotis avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur ici, 2e aéroport de France, la promenade des Anglais, j'évoquais tout à l'heure, la plage de Carras, d'accord, et le port de Carras, et puis la Méditerranée, avec les enjeux liés à la protection contre les phénomènes naturels, à la fois bien sûr le glissement de terrain, mais aussi les vagues de submersion et les tsunamis, donc tout ça qui est intégré dans ces contraintes-là, avec un site voilier qui est entièrement occupé aujourd'hui, donc nécessité de déconstruire des installations pour pouvoir construire les nouvelles, pour ensuite pouvoir déconstruire, etc. Donc tout ça, un chantier qui nous amène jusqu'à 2032. C'est donc en tout cas un chantier où on a compris, grâce à vos explications, que c'était très vertueux pour l'écosystème de la métropole. Oui, c'est vraiment vous le disiez, c'est un des plus gros projets industriels aujourd'hui en France et qui évidemment s'applique dans le domaine de l'eau. Et c'est vrai qu'on a pu le financer grâce à la Banque des Territoires, mais je crois que c'est la diapositive suivante. Voilà, et bien effectivement, on va parler de cet investissement qui est colossal, 600 millions d'euros. C'est donc une somme importante et la Banque des Territoires vous a permis d'investir ces 600 millions d'euros. Sous quelles conditions, justement, avez-vous obtenu le prêt, Hervé Paul ? Alors, le marché global de performance que nous avons signé avec le groupement piloté par Suez est un marché de 700 millions d'euros. Dans les 700 millions d'euros, nous avons 160 millions d'euros qui sont consacrés à l'exploitation de la station pendant 11 ans et 3 mois. Et puis 540 millions d'euros d'investissement uniquement sur le périmètre de la station. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le raccordement de la station de Saint-Laurent-du-Var qui, lui, ne fait pas partie du marché. Donc, le montant des investissements, c'est bien 600 millions d'euros.
Alors, on a commencé, bien sûr, lorsqu'on s'est lancé dans le projet, à contacter les établissements banquiers traditionnels que vous connaissez tous, qui ont pignon sur rue dans vos villes, pour leur dire, voilà, on a un projet, on a besoin de 600 millions d'euros. Bon, là, il y en a quelques banquiers qui sont un peu tombés à la renverse, qui nous ont dit, bon, nous, on peut vous aider peut-être sur 10% du projet, mais on ne pourra pas aller au-delà. Ensuite, on avait la volonté d'investir et d'amortir le remboursement de l'emprunt sur la durée d'amortissement technique des installations. En gros, le génie civil, aujourd'hui, s'amortit à peu près sur 50 ans. Le process sur des périodes plus courtes, en moyenne pondérée. La durée d'amortissement comptable, c'est 40 ans. Donc, on voulait avoir un amortissement sur 40 ans pour éviter de faire payer à la génération d'aujourd'hui des investissements qui vont être bénéfiques pour les 3 générations qui viennent. Donc, c'était ça l'idée de lisser sur la durée d'utilisation de l'investissement l'emprunt. Et puis, donc après avoir fait pas mal de démarches qui n'étaient pas concluantes, on s'est tourné vers la Banque des Territoires qui a donc accepté de financer non seulement la totalité du projet, c'est-à-dire on a signé un contrat de 600 millions d'euros avec la Banque des Territoires. Vous voyez l'importance du projet, puisque Solène disait tout à l'heure que les Aquaprès, c'est 1,3 milliard d'euros l'année dernière. Il y en a 600 millions pour le projet Aliotis. Sur 40 ans, donc le taux, c'est le taux du livret A plus 0,4%. D'accord. Donc aujourd'hui, le taux, c'est 3%. D'accord. Plus 0,4. Et tous les 6 mois, en fait, le taux est revu si le taux du livret A fluctue. Donc voilà. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à imaginer que très vite, dans les mois qui viennent, le taux du livret A devrait avoir une tendance baissière parce que bon, l'inflation diminue fortement. Voilà. Le fait d'avoir signé à un moment où l'inflation était au maximum, c'est aussi sécuritaire parce que ça a permis de faire des projections sur des taux qui ne sont pas forcément très avantageux. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez sur des taux bancaires à moins de 4-3%, sauf qu'ils ne sont pas sur 40 ans, sauf qu'ils ne vous prêtent pas sur la totalité du projet. Et puis, chose aussi très importante, c'est que la Banque des Territoires a scruté de façon très méticuleuse les comptes de la régie Côte d'Azur, puisque ce n'est pas la métropole qui porte l'investissement, c'est son satellite, quelque part, c'est la régie Côte d'Azur, qui est une régie donc, publique, qui travaille pour le compte de la métropole. Et c'est vrai que les ratios de la régie, bon, je préside le conseil d'administration, c'est un peu délicat pour moi de dire qu'ils sont très bons, mais vous imaginez que si la Banque des Territoires nous a fait confiance sur une telle durée et un tel montant, c'est que les ratios étaient plutôt flatteurs. Et ça fait plaisir aussi de voir voilà, qu'on soit accompagné. On va maintenant partir en Ille-et-Vilaine. Allez, on va traverser la France avec vous, Joseph Boivant. Quels sont les enjeux de l'eau sur ce département ? Alors, donc, l'Ille-et-Vilaine se situe bien en Bretagne, comme vous le savez, et que du coup, on n'imaginait pas que la Bretagne soit en difficulté sur la ressource en eau. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque donc, nous sommes sur ce massif armoricain, et ce massif laisse assez peu de place aux nappes phréatiques. Et nos prélèvements pour les stations de production d'eau potable sont majoritairement situés à 70% environ sur des ressources superficielles. Voilà un peu dressé le tableau de la ressource en eau. Et puis, comme vous avez pu en prendre connaissance les années passées, c'est que nous étions en difficulté sur la qualité de ces eaux. Donc, depuis à peu près 25 ans, donc, la région et les différentes entités en charge de l'eau se sont attelées à ce sujet. Et donc, sur mon secteur, que je connais bien, donc c'est la région de Fougères, nous avions un contentieux européen qu'il fallait régler. Et donc, cette eau qu'on puisait dans une petite rivière, eh bien, il a fallu arrêter de prélever. Donc, c'est une image du risque qu'on prenait à ne pas agir. Ensuite, difficulté sur la quantité, puisque donc, nous connaissons quand même depuis une quinzaine d'années des dérèglements climatiques avec des années ou des mois plutôt très déficitaires en pluie, en précipitation. Et donc l'année 2022 a été la parfaite illustration de ce qu'on pourrait connaître dans les 15 ans à venir. Et donc une répétition de ces années-là, certainement non pas tous les 10 ans ou tous les 15 ans, mais tous les 3 ou 4 ans. Donc, il faut avoir bien en tête toute cette problématique-là. Et de plus, le département des Yvelines était quand même dynamique en termes d'activité, d'accueil de la population, puisque nous accueillons à peu près 10 000 habitants par an, et dynamique en termes d'industrie, puisque donc, les quantités nécessaires augmentaient. Alors,
Le département s'est doté d'un syndicat mixte de gestion de l'eau pour élaborer un schéma de sécurisation. Et donc ça, il y a 30 ans. Donc nos aînés avaient bien pensé les choses. Ils avaient anticipé. Ils avaient anticipé et donc au niveau départemental, c'était donc la mise en place d'un fonds de concours pour agir et donc principalement sur des interconnexions en premier lieu, puisque donc, il y a des endroits où il y a de l'eau et il y a des endroits où il y a beaucoup plus de consommation que de ressources. Ça a été les principales donc, actions. Et puis ensuite, donc, ce fonds s'est dirigé pour la modernisation des usines. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on est doté d'usines assez performantes. Et donc là, j'arrive aussi sur mon secteur. Donc, il restait cette usine de la ville, historiquement de la ville de Fougères, qui nous a confié au syndicat mixte de gestion, au syndicat eau du pays de Fougères, au syndicat de production, la compétence. Une usine qu'on a récupérée, 2 usines que nous avons récupérées en 2014, dont une était approvisionnée en grande partie, oui, en totalité par les eaux venant de la forêt de Fougères, donc une eau de très bonne qualité, mais néanmoins, donc avec derrière ça une usine qui traitait très sommairement, puisque donc on avait besoin que de filtres à calcaire et puis un petit peu de désinfection. Donc c'était très satisfaisant au prix de revient de l'eau, mais qui était limité, puisque donc lorsqu'il y avait de forts épisodes orageux et de pluviométrie, cette eau n'était plus potabilisable dans la station, donc c'était direction les eaux pluviales. Donc on perdait quand même une eau malgré tout de très bonne qualité, de meilleure qualité que l'eau de la rivière, mais qu'on ne pouvait traiter dans la station. Donc on a et c'est là où il y a eu le projet du coup. Et donc c'est une partie des raisons de la naissance de ce projet et de regrouper sur un même site cette usine de traitement des eaux de la forêt et dont la ressource est située dans la rivière d'à côté. Et donc, c'est une usine qui va pouvoir produire environ, c'est pas une grosse usine, environ 500 mètres cubes heure, donc à peu près 10 000 mètres cubes d'eau par jour, et sur un territoire qui en consomme un petit peu plus de 15 000, puisque donc le syndicat a aussi 19 autres sites de prélèvement. On va faire justement un focus sur ce projet qui est en cours de construction. En fait, c'est une usine à la place de 2 anciennes usines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement à la fois ce projet et quelles vont être les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle usine? Donc cette usine, on va avoir bien évidemment deux filières de traitement avec la possibilité d'amener l'eau de cette forêt dans un stade de cette filière plus avancé, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de tous les traitements. Et puis gain en énergie et puis gain aussi en produits de traitement, en coagulants. Et donc, c'est l'avantage de cette usine, c'est qu'on va pouvoir faire des gains en termes de produits nécessaires à la potabilisation. Gains sur l'énergie, puisque donc on est situé sur un site avec une forte déclivité. Donc, profiter de cette déclivité en minimisant donc les pompages. Et puis aussi, surtout, un gros gain sur le rendement de cette usine, puisque les précédentes usines avaient des rendements d'environ 85%. Lorsqu'on prélevait 1 mètre cube, on ne pouvait mettre dans le réseau que 850 litres. La nouvelle usine va pouvoir avoir un rendement de l'ordre de 97%. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Et enfin, pour terminer le traitement, donc, il y a la mise en place de filtres membranaires pour arriver à une eau quasiment pure. Même si l'eau potable, contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas entièrement pure. Il ne faut pas qu'elle soit entièrement pure. Et voilà, le projet doit avoir lieu quand, enfin aboutir à quelle date? Alors, donc l'appel d'offres a été lancé en janvier 2022, attribué en milieu d'année 2023. Et donc, les travaux ont démarré tout début de l'année 2024. Et il y en a à peu près pour 18 mois, 2 ans de construction, avec donc une mise en service en doublon avec les unités existantes fin 2025, début 2026, puisque donc il y a toute une phase test de cette usine pour sécuriser, fiabiliser
le fonctionnement de cette usine. Voilà, donc en gros, cette usine, c'est 15 millions d'euros. Ensuite, il y a la construction de 2 réservoirs de tête qui font à peu près 1 million d'euros chacun. Et ensuite, donc, la déviation des réseaux, puisque donc, l'usine n'est pas au même endroit que les anciennes. Et il faut dévoyer le réseau d'eau traitée et donc le réseau d'eau brute également. Voilà, en gros, Donc le coût total, le coût total est s'élève d'environ 19 millions. exactement 19 millions d'euros. C'est important pour nous. C'est très important. C'est une question cruciale. Et justement, la Banque des Territoires vous a permis là aussi de financer la totalité. Ce qui est novateur, en fait, c'est la totalité. Auparavant, et Hervé Paul l'a souligné. Justement, comment êtes-vous allé chercher ce financement? Comment ça s'est passé, Joseph Boivin? Alors, donc c'est vrai que je préside en même temps donc, le syndicat mixte de gestion de l'eau potable du département des Yvelines et nous avions eu des contacts et aussi le financement de la Caisse des dépôts Banque des Territoires sur un gros projet du département des Yvelines, syndicat mixte, par la construction d'un aqueduc Vilaine-Atlantique, donc une 3e tranche de 57 km d'un gros diamètre dont le montant s'élevait à 36 millions. Et donc, la Banque des Territoires nous avait apporté 20 millions. Donc, je me suis dit qu'on pouvait se rapprocher du même financeur. Et donc, c'est avec plaisir que la Banque des Territoires nous a fait une proposition. Donc, 10 millions sur 40 ans et ensuite 9 millions sur 25 ans. Puisque, donc, là aussi, de la même manière que Nice Métropole, donc, il y a du génie civil qui a une durée de vie et d'amortissement beaucoup plus longue et des équipements qui, donc, 25 ans, on peut penser que c'est une durée déjà importante d'amortissement. On a vu 2 exemples, Solène Le Fur, de projets concernant à la fois d'une part l'amélioration de la qualité de l'eau potable et puis également d'autre part la qualité de l'eau usée traitée. Mais il y a d'autres défis à relever, comme celui de l'accès à l'eau, également la protection des captages, la diminution aussi des fuites, la prévention des inondations ou encore la gestion des milieux aquatiques. Est-ce que la Banque des Territoires, là aussi, est présente et répond à ces enjeux? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Vous avez donc très bien dressé en fait les différents enjeux que peut accompagner la Banque des Territoires. Et alors, je vais vous donner un exemple qui concerne donc plutôt l'enjeu gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Un exemple qui se situe dans le Grand Est avec la communauté d'agglomération du Grand Longwy qui a un projet là, qui va se lancer, parce que donc, le prêt a été accordé en ce début d'année, de réouverture d'un cours d'eau en ville et de reméandrage du cours d'eau, de renaturation de ce cours d'eau avec un enjeu de continuité écologique tout au long de la rivière. Et donc, ce projet-là va s'initier et a bénéficié d'un prêt de 1,7 million en ce début d'année sur une durée de remboursement de 40 ans. Voilà. Et bien sûr, on peut intervenir sur des projets d'un peu plus faible ampleur. Oui. Donc là, il y a un exemple effectivement en Haute-Pyrénées avec le syndicat mixte du pays de Lourdes et des vallées des Gaves. Je me permets de lire pour ne pas esquinter le nom du syndicat. Donc pour l'aménagement du cours d'eau du Bernazou. Donc là, c'est un prêt de 300 000 € qui est accordé. Voilà. Donc ça donne d'autres exemples effectivement plutôt tournés autour du grand cycle de l'eau. Et d'autres territoires. Ça, c'est important. Vous êtes présent partout. Hervé Paul, vous êtes également vice-président du comité de l'eau et vous avez activement participé au plan du gouvernement, donc le plan eau dont j'ai parlé en introduction. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des enjeux de l'eau auxquels vont devoir faire face les territoires dans les prochaines décennies? Le plus gros enjeu auquel vont faire face aujourd'hui les services d'eau et d'assainissement, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. La modification du cycle de la pluviométrie bouleverse complètement l'organisation ancestrale des services d'eau. Comment imaginer que la Bretagne manque d'eau? Je veux dire que pour un Azuréen... Il fait beau en Bretagne. Non, mais c'est le cas, le cas partout. Je veux dire, nous, on est au pied du château d'eau du Mercantour. Moi, j'ai toujours entendu, on a fait toutes les études qui avaient été faites montraient que même en cas d'étiage sévère et répété, on n'avait aucun problème à se faire parce qu'il y avait le Mercantour et qu'on aurait toujours de l'eau. Bon, la sécheresse 2022-2023 a montré que ce n'était pas le cas et qu'il fallait donc changer de paradigme. Donc il faut s'adapter, donc il faut investir massivement, soit pour aller chercher l'eau plus loin, soit pour aller chercher l'eau plus profondément, et puis pour faire en sorte aussi que quand on a
un problème de disponibilité de la ressource, obligatoirement, ça a un impact sur la qualité de l'eau, puisque vous avez des problèmes de manque de dilution, donc de concentration, et donc ça pose des problèmes sur la qualité de l'eau. Ça, c'est la sécheresse. Quand il y a trop d'eau, on a vécu la tempête Alex, 3 ans après la tempête Aline, eh bien, vous ne pouvez plus utiliser les ressources superficielles parce que vous avez une turbidité qui est tellement importante que vous êtes obligé d'avoir recours aux ressources souterraines. Si vous n'avez pas réalisé un maillage entre les différentes ressources pour dire lorsque telle ressource n'est pas disponible, je peux utiliser l'autre, eh bien, vous avez des secteurs sur lesquels vous n'assurez plus la continuité du service public de l'eau. Donc ça, c'est très important. Et pour éviter justement d'avoir trop d'actions de pression sur le milieu naturel, le troisième volet sur lequel Aliotis, et j'ai un peu gardé le meilleur pour la fin, c'est sur la réutilisation des eaux usées traitées, puisque l'usine d'Aliotis 2 va permettre de réutiliser 5 millions de mètres cubes par an. Donc 5 millions de mètres cubes, vous imaginez, c'est très important. L'usine traite à peu près 40 millions de mètres cubes dans l'année. Ça correspond à la totalité de la consommation pour la ville de Nice, de l'arrosage, des espaces verts et du nettoyage des voiries. On a dit, voilà, combien on consomme sur la ville de Nice? 5 millions et demi de mètres cubes. On a dit, on va être raisonnable, on va changer un peu les espèces, on va consommer moins d'eau, donc 5 millions. Eh bien, la totalité des besoins de la ville de Nice, c'était une volonté forte de Christian Estrosi, on ne consomme plus de l'eau pour l'arrosage, de l'eau qui peut être potable, pour l'arrosage ou le nettoyage des espaces verts. Ça sera 100% de l'eau usée traitée. Et pourquoi c'est possible? Parce que la ville de Nice bénéficie d'un double réseau. Elle a un réseau d'eau potable et un réseau d'eau qu'on appelle brute, qui n'est pas traité, et qui permet, donc on va alimenter directement ce réseau d'eau brute. C'est le plus gros projet en France de réutilisation d'eau usée parce que c'est de la réutilisation directe. C'est-à-dire que l'eau usée traitée, on ne va pas la remettre dans un lac pour après la récupérer, la retraiter. Là, elle va directement dans le tuyau, on ouvre le poteau pour nettoyer, on arrose les espaces verts. Les enjeux majeurs maintenant qui attendent les services d'eau, plutôt les services d'assainissement, c'est l'arrivée dès l'automne de la nouvelle directive sur les eaux résiduaires urbaines, la fameuse DERU. Le texte a été adopté par le Parlement européen au printemps. Il va être définitivement adopté à l'automne. Il sera retranscrit dans le droit français au cours des années qui viennent, très vite. Il va obliger de nombreuses contraintes supplémentaires pour les services d'assainissement. Des contraintes dans la collecte des eaux usées, avec des pourcentages de rejet qui sont considérablement revus à la baisse avec un objectif de 2%. Le traitement des micropolluants, obligation de traiter les micropolluants, qui n'est aujourd'hui pas du tout imposé. D'abord les grosses stations, puis les moyennes et celles qui sont situées dans des secteurs à enjeu. Enfin, viser l'équilibre énergétique, c'est-à-dire que la station produise autant d'énergie qu'elle en consomme. Ça ne sera possible que par la généralisation de la méthanisation. Et nous plaidons en tous les cas à la FNCCR depuis longtemps pour que l'interdiction qui est faite aujourd'hui de faire de la cométhanisation dans les zones de moyenne densité entre les boues d'épuration et les produits agricoles ou les déchets alimentaires soit levée pour permettre justement de généraliser cette cométhanisation. Si on l'a développée à l'échelle de la France pourrait être autosuffisante en production de biogaz. On n'aurait plus besoin, je ne parle pas du gaz russe, mais même du gaz algérien ou des supertankers qui amènent aujourd'hui le gaz liquéfié qui provient des États-Unis et des gaz de schiste. En tous les cas, voilà, j'en dis pas plus sur évidemment la qualité environnementale de ces gaz-là, alors qu'on a la possibilité d'avoir des matières qui permettent à France d'être indépendant au niveau de la production de gaz. Et c'est des quantités qui se retrouvent chaque année parce que, évidemment, tant qu'on va consommer de l'eau, il y aura des eaux usées, il y aura des boues, et donc on va produire du biogaz. Tout ça est très vertueux d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, et puis surtout sur les circuits courts et sur l'indépendance de la France. Il y a donc de nombreux enjeux à relever. Ils sont multiples, ces enjeux, Solène. Et justement, si je suis une élue locale ou si je suis intéressée pour revoir les eaux usées, traitées, pour revoir les usines d'assainissement, comment je m'adresse à la Banque des territoires? Comment puis-je avoir accès à vos offres?
Eh ben, je te laisse afficher la belle carte en fait, de l'implantation de nos directions régionales dans les territoires, parce que c'est par ce biais-là qu'en tant qu'élu, tu pourrais avoir donc les réponses à tes questions. Et si toutefois tu es très en amont de ta réflexion sur le sujet de l'eau, comme je l'indiquais tout à l'heure, ne pas hésiter à aller sur aquagir.fr pour avoir donc accès à des informations de base de type quelle est ma compétence, quel est le périmètre de ma compétence, jusqu'à du coup de l'inspiration de projets autres, etc. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code ici. Merci Solène, merci à tous les trois d'avoir été là ce matin donc, pour parler de l'eau, une ressource vitale. C'est à vous maintenant que je m'adresse, vous public. Justement, est-ce que vous avez des questions à poser soit à Solène, soit Solène Le Fieux, Hervé Paul ou Joseph Boivant? Ils sont là pour vous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, allez-y, monsieur, il y a un micro qui va s'afficher. Est-ce que vous pourrez les parler bien fort pour qu'on puisse entendre vos questions? Bonjour, Jean-François Guédardeni, Société Aquarobotics. J'avais une question pour monsieur Paul et monsieur Boivant. Il y a un article des Échos qui est sorti hier sur la consommation d'eau potable et qui a mis en avant une baisse de la consommation assez surprenante, on va dire, et assez notoire. Alors après, il y a beaucoup d'analyses à faire derrière. Au niveau des volumes consommés, est-ce qu'il y a des tendances que vous avez notées dans vos régions qui souligneraient un peu ça, ou est-ce qu'on voit plutôt une augmentation? Et je sais que vous devez avoir une politique aussi, bien sûr, pour essayer de limiter la consommation. On parle donc de la consommation d'eau potable, puisque le public n'a pas forcément bien entendu et les volumes de consommation d'eau potable. Allez-y, Hervé Paul. Merci. Pardon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau national, la consommation d'eau potable des ménages a baissé entre 2022 et 2023 de 3%. Donc, c'est une moyenne nationale. Dans certains territoires, la baisse des consommations atteint jusqu'à 10%. La baisse des consommations des industriels est plus importante. Pourquoi? Parce qu'avec le stress sur la ressource et la crainte de ne pas pouvoir être alimentés, les industriels, aidés d'ailleurs par les agences de l'eau, ont investi pour mettre en place des process plus économes en eau. Donc les baisses, des fois, sont considérables. Et ça dépend évidemment de l'importance de l'industriel qu'on a sur son territoire et de l'impact qu'il peut avoir sur la consommation des ménages. Mais au niveau national, la baisse au niveau des industriels est encore plus importante que ça. C'est une tendance qui avait commencé à apparaître sur l'année 2022 par rapport à 2021. Cette fois-ci, elle s'est généralisée. Voilà. Et la tendance... alors sur 2024, on ne peut pas vous dire quels sont les volumes facturés, mais ce qu'on suit comme le lait sur le feu, c'est les volumes mis en distribution. C'est-à-dire que chaque jour, chaque semaine, je regarde quel volume d'eau j'ai injecté dans le réseau. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2024, la baisse, en tous les cas pour le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, est encore plus importante que la baisse 2022-2023. On peut expliquer ce phénomène par plusieurs raisons. La première, c'est le fait que les Français sensibilisés au risque de rupture d'alimentation en eau ont pris conscience qu'il fallait économiser l'eau et lutter contre les gaspillages et donc ont modifié un peu leur comportement. Une étude récente qui a été conduite par la FNCCR avec les communautés de France et la FP2E montre que 71% des Français pensent qu'ils risquent d'être affectés par un manque d'eau dans leur région. 71% des Français. Donc nettement plus que la majorité. Nettement plus que la majorité. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, parce que si on avait fait le sondage, il y a des sondages comme ça qui ont été faits il y a 5 ans, il y a 90% des gens qui disaient « moi, j'ai aucun problème, j'aurai toujours de l'eau ». Donc il y a eu un changement, il y a une prise de conscience massive. Et puis il y a aussi le fait que l'eau va augmenter, c'est inéluctable, que certains services d'eau ont commencé déjà à augmenter l'eau, et ce n'est pas tellement ce que ça coûte en plus en bas à droite qui fait agir, mais c'est le principe de dire si l'eau augmente, je vais faire un peu attention. Donc, c'est vraiment un changement comportemental. Est-ce que ces nouveaux comportements vont être durables, ou est-ce que c'est passager et lié à la réaction à la crise? Il est trop tôt pour en parler, mais en tous les cas, vous avez raison. Et le directeur général de la région d'Azur a participé à l'article des Échos qui est sorti hier soir en ligne, en effet. Joseph Boivant aussi voulait réagir sur la consommation d'eau potable et après monsieur posera sa question. Sur notre département, je pense que la baisse est moins sensible. Du coup, dans le nouveau schéma départemental de sécurisation, autant sur les derniers schémas,
sur les schémas des précédents, on n'avait comme piste d'action que des travaux. Le dernier schéma qu'on a voté au mois de janvier 2024, donc nous avons mis en place 4 pistes de sécurisation. Donc le premier, c'est la sobriété. C'est une moindre consommation. Donc sur notre département, les abonnés domestiques, donc si on enlève tous les consommateurs de moins de 10 000 m3, de plus de 10 000 m3, ce qu'on appelle abonnés domestiques, consomment 41 m3 par abonné, par habitant. Et donc nous nous sommes donné comme objectif de baisser de 10% cette consommation. Alors, par une sensibilisation, et puis aussi, comme vous l'avez dit, Hervé, c'est que le prix de l'eau va augmenter un petit peu. Et donc, du coup, avec la mise en place soit d'un tarif unique, soit d'un tarif progressif, ce qui n'était pas le cas sur les 15 dernières années. Les contrats faisaient que plus on consommait, moins on payait l'eau chère. Donc, il y a eu un changement véritablement de tarification. Et donc, nous en sommes quasiment à 95% sur les départements à une tarification, à un tarif unique, voire les élus réfléchissent à la mise en place d'une tarification progressive qui n'est pas facile à mettre en place puisque donc on n'a pas connaissance du nombre d'habitants par foyer et donc c'est pas si simple. Et puis ensuite, donc, on s'attelle aux gros consommateurs, les entreprises, et donc là on s'est donné comme objectif de baisser de 15%. Et vous l'avez signalé tout à l'heure, donc les entreprises, dès lors que ça devient rentable, investissent pour diminuer leur consommation. Un exemple, donc je participe aux travaux de l'ABE, donc c'est l'Assemblée bretonne de l'eau, qui a une commission qui se nomme Goutte que coûte, pour justement aller voir ce qui se passe. Et nous avons eu la visite il y a 3 semaines dans une entreprise, une laiterie, qui a mis en place un pilote justement de réutilisation des eaux traitées, principalement, et aussi des eaux de process. Et il y a de gains importants à faire là. Donc il y a toute une démarche à faire. L'objectif, c'est de baisser de 15%, vous disiez ça, d'ici combien de temps? Alors, voilà, on se donne 5-6 ans parce que Oui, si on laisse aller, notre schéma départemental prévoyait, le scénario tendanciel prévoyait une augmentation de 20 millions de mètres cubes de la consommation département. Et on sait pertinemment qu'on ne pourra pas équilibrer. On va aller en période sèche à une rupture de l'approvisionnement en eau. Et donc ça, on ne peut pas se le permettre. Donc ces 20 millions, on les gagne par une baisse de la consommation domestique, une baisse des consommations des industriels, ensuite des gains aussi sur nos équipements, puisqu'on parlait tout à l'heure des rendements d'usine, mais aussi tous les rendements des réseaux. Et là, c'est une autre affaire, puisque le patrimoine des réseaux représente quasiment 80% du patrimoine des syndicats ou des services de l'eau. Donc, patrimoine qu'on ne voit pas, qui est déjà âgé, qui peut avoir entre 80, voire même plus encore dans les centres-villes, mais peut-être que 40 ans ou 50 ans dans les zones rurales, avec des matériaux qui ne sont pas forcément de très très bonne qualité. On connaît la concentration en chlorure de vinyle monomère, donc les CVM, là où il n'y a pas beaucoup de débit. Donc il y a un gros chantier qui nous attend là, et donc des investissements importants à venir pour au moins maintenir le rendement de ces réseaux, voire de les améliorer. Merci Joseph Boivin. Une autre question là-bas et la dame va vous passer le micro. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Bernard Payette de la mairie de Le Port à La Réunion. 2 questions à monsieur Paul. La première, dans le montage financier, vous nous avez indiqué avoir fait financer entièrement 700 millions d'euros d'investissement, dont 100 millions dédiés à l'exploitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et entrer peut-être dans un peu de détails pour nous dire en quoi ça consiste très précisément. Et la deuxième question, c'était avant l'évolution récente de la réglementation en matière d'utilisation, de réutilisation de l'eau en sortie de station, quelles ont été vos relations dans l'élaboration du projet avec l'ARS ? Alors, je répète les questions pour le public. Vous souhaitez revenir sur le montage financier donc, du projet Aliotis 2 et puis également vos relations avec l'ARS. C'est pour la deuxième question. Je vous laisse répondre d'abord à la première. Alors, en quelques mots, parce que oui, la première question, très vite, on ne fait pas de la cavalerie, donc évidemment, on ne finance par l'emprunt que les investissements. On a signé un contrat dans le cadre d'un marché global de performance, c'est-à-dire qu'on a confié à un groupement d'entreprises la conception, la construction et l'exploitation de l'installation pendant une durée de 11 ans et 3 mois. D'accord ? Donc, dans ce marché, la première étape, c'est déjà la conception et l'exploitation.
Donc l'exploitation, je l'ai dit, c'est 160 millions d'euros. Et il y a 540 millions d'euros d'investissement. D'accord? Ça, c'est sur le périmètre de la station d'épuration. Mais on a besoin aussi d'investir pour effacer l'ancienne station d'épuration qui est à Saint-Laurent-du-Var et ramener un tuyau avec des installations de pompage, des effluents, de stockage. Donc ça coûte plus cher. Et donc on a donc contractualisé l'emprunt sur les 540 millions d'euros liés à la part d'investissement du marché global de performance et 60 millions d'euros pour des marchés qu'on va passer auprès d'autres entreprises pour raccorder les effluents de la rive droite à la rive gauche. Donc c'est bien 600 millions d'euros d'investissement, 600 millions d'euros d'emprunt. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on finance évidemment l'exploitation par de l'emprunt, surtout à 40 ans. Donc ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur le projet d'Aliotis en matière de réutilisation des eaux usées traitées, on avait mis la barre à 1,5 million de mètres cubes. On avait dit, bon, on va imposer 1,5 million en se disant, demain, il faut prévoir qu'on puisse aller jusqu'à 5 millions. Bon, très vite, on a changé notre fusil d'épaule et on a dit, on va imposer 5 millions de mètres cubes. Mais pour gagner du temps, parce que c'est des installations qui vont être réalisées après la file eau et la file boue, on a mis en place sur le site un pilote qui nous permet, avec les mêmes procédés de traitement que ceux qu'on va mettre à l'échelle 1, d'avoir des résultats et d'engranger des résultats sur une longue période. Et ce pilote donc, nous a permis, dès que les décrets sur la réutilisation sont sortis, de pouvoir réutiliser. On utilise déjà dès à présent l'eau, notamment pour arroser les espaces verts de la station, parce que la station est entièrement végétalisée, notamment les toits. Et donc, on peut maintenant la réutiliser aussi pour l'arrosage des espaces verts et le nettoyage des voiries. Ça, c'était un pilote. Et donc, maintenant, tous les décrets sont sortis sur la réutilisation, donc il n'y a aucun souci. Mais on a travaillé main dans la main avec l'ARS, évidemment. C'est des procédures longues. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance, parce que ça peut être 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, la vérification de très, très nombreux paramètres, enfin, c'est vraiment drastique, hein, qui sont parfois, paraissent un peu superfétatoires, mais qui permettent aussi de lever le doute, parce que c'est un peu ça la position de l'ARS, hein, faire en sorte qu'il n'y ait aucun danger, lever le doute. Et donc, on a des arrêtés qui nous permettent d'utiliser l'eau du pilote dans les mêmes conditions que ce qu'on va faire à l'échelle 1. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Solène Le Fur, merci Hervé Paul et merci Joseph Boivant à tous les trois. Et on retient que avec son programme eau, eh bien, la Banque des territoires s'engage aux côtés des élus, à la fois pour accélérer le développement de leurs projets et puis aussi afin d'économiser et de protéger cette ressource vitale qui est l'eau. Excellent printemps des territoires à tous. Merci pour votre attention. Merci.